Les indices boursiers qui donnent le sentiment, en apparence, d'être un petit peu moins nerveux depuis quelques jours, avec notamment ce qu'on appelle une volatilité implicite future estimée par les investisseurs qui s'est un petit peu dégonflée. Est-ce qu'on est entré dans une phase de relative stabilisation? On en parle avec Frédéric Rollin. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien vous-même. Merci d'être là, très bien. Conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Donc en gros, le marché a repris, il faut quand même... Il s'est passé des choses, hein. On a eu le gros effondrement, on a une reprise, je crois qu'on a pris à peu près 20% depuis les points bas de mars. Plus même, ouais. Et là maintenant, il y a deux options. Soit on se dit le rebond il tient, soit c'est comme la deuxième vague, il y aura un retour vers des plus bas. C'est ce que disait ce matin, je ne sais plus quel stratège d'une grande banque dont le nom m'échappe. Bref, vous en pensez quoi? Écoutez, c'est vrai qu'on a eu une très forte baisse, très rapide, la plus rapide baisse de l'histoire, plus rapide qu'en 1929, moins 40% à peu près, et puis derrière une reprise. Là, on est entre 20 et 25%, ça va dépendre des indices. Même les indices américains sont peut-être maintenant autour de 27% de reprise. Donc toujours de la baisse, mais finalement un rebond massif. Nous on reste quand même, on reste prudent sur ce rebond. On pense qu'il y a encore pas mal de choses à venir qui sont plutôt négatives, mais néanmoins je pense que faut d'abord essayer de l'expliquer ce rebond. Et je crois que les raisons pour lesquelles aujourd'hui on a un rebond, c'est les banques centrales. Honnêtement, on ne va pas se mentir. Mais on l'a déjà dit. Ce qu'ont fait les banques centrales avec une réactivité record, encore une fois du jamais vu dans les montants, dans la réactivité, c'est peut-être ça qui est en train de montrer, de fonctionner et de stabiliser les marchés, non? Je crois qu'il y a les banques centrales, elles ont agi d'une façon incroyable. C'est-à-dire qu'en 2008, il avait fallu des trimestres de discussion pour obtenir finalement un quantitative easing digne de ce nom, des achats d'actifs, des liquidités pour les marchés. Et puis là, ça s'est passé en quelques semaines. Et en quelques semaines, finalement, il y a seulement 1 mois et demi, 2 mois, on se disait oui, au fond, les banques centrales sont peut-être un petit peu au bout du rouleau, les taux sont bas, elles ont fait beaucoup de choses. Que va-t-il se passer si jamais, de nouveau, il y a un problème, une récession importante? Là, la réponse, elle était quand même assez démonstrative. C'est vrai que la Fed n'a plus baissé ses taux que autour de 1,50%, c'est pas grand-chose, mais derrière des achats d'actifs illimités, des garanties bancaires, des lignes de liquidité pour les banques émergentes qui auraient besoin de dollars. Et je vous coupe, Frédéric, mais des tabous qui ont sauté au niveau de la Fed, qui achète de la dette d'entreprise, c'est ça, et puis la BCE qui sort encore une fois le bazooka pour acheter toutes les dettes publiques, quoi, en faisant sauter les fameux verrous qui l'empêchaient d'avoir un pourcentage maximum de dette publique par pays. Tout à fait, c'est-à-dire qu'il y avait des limites, il y avait des tabous, notamment sur les obligations d'entreprise et leur notation. Et puis on voit que la Fed, au fond, dépasse ses limites. C'est état d'urgence en quelque sorte pour la Fed, et donc des mesures tout à fait exceptionnelles qui sont équivalentes pour nous à peu près à 8%. Une fois que ça sera déployé totalement et toutes les garanties auront été mises en place, on verra d'ailleurs si la Fed aura besoin de mettre tout ça en place, mais autour de 8% de baisse des taux. C'est-à-dire, en général, autour d'une récession, la Fed a fait un équivalent de 5%. Là, on est à plus d'une fois et demie, et notamment en raison des achats d'actifs. C'est l'équivalent de 8 points de baisse des taux. Ah ouais, ça en dit long quand même. C'est l'équivalent de 8 points de baisse des taux. Donc, vous voyez un petit peu, 1,5% de baisse de taux réel, de baisse de taux directeur, et puis autour de 6,5 points de baisse de taux dû tout simplement aux ajouts de liquidités, à la relaxation des règles pour les banques, etc. Et la BCE aussi, la BCE a agi fortement, donc des aides au prêt pour TLTRO, les banques vont pouvoir prêter beaucoup, des offres de garantie aussi qui sont fournies par les États, donc tout un mécanisme qui vise au fond à stabiliser les marchés financiers, à stabiliser le financement pour l'économie et à éviter que... Avec succès pour l'instant. Notamment sur les marchés, je dirais avec succès pour l'instant, ça marche plutôt pas mal. Mais après, il faut voir ce qui se passe dans l'économie réelle quand même. Juste un petit mot avant de parler d'économie réelle, parce qu'on a la saison des publications de résultats qui s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis. D'un point de vue budgétaire aussi, la réponse est là, elle est massive, à la fois aux États-Unis, mais en Europe. Ils ont réussi, les Européens, à se mettre d'accord sur un plan à 500 milliards.
Alors, la réponse a été essentiellement massive aux États-Unis. Il y a eu une réponse très très rapide, notamment avec des annonces vers fin mars pour des mesures budgétaires de plus de 8% du PIB. Et au total, aux États-Unis, quand tout sera déployé, on sera autour de 10% du PIB en relance budgétaire. C'est du jamais vu. Et on voit d'ailleurs que dès la semaine prochaine, on devrait avoir un déploiement d'aide pour les personnes ayant perdu leur emploi. D'ailleurs, d'après certains économistes, plus de la moitié en fait des gens qui vont bénéficier de cette aide-là, au fond, aux États-Unis, recevront un salaire supérieur à celui qu'ils avaient en travaillant, parce que l'aide va être supérieure au salaire minimum dans beaucoup d'États. Et ça en dit long sur le changement de paradigme aux États-Unis, hein, oui, tout à fait. Qui sont pour le coup largement un petit peu européanisés. Hein. Voilà, les démocrates maintenant quand même sont à la Chambre des représentants, ça peut compter. Et puis je crois que effectivement, on est en face d'une situation exceptionnelle qui va toucher tout le monde et qui appelle dans beaucoup de pays, en tout cas il y a un consensus autour de ça, à une forme de solidarité nationale. Alors justement, solidarité nationale aux États-Unis, oui. En Europe, oui. Mais les États avaient quand même beaucoup moins de moyens. Donc l'Allemagne fait un plan important, hein, plus de 4% de son PIB. Mais bon, l'Italie, la France, qui ont un petit peu moins de moyens, des endettements supérieurs, eh bien, ont aujourd'hui des plans de relance budgétaire qui étaient jugés plutôt insuffisants. Et c'est principalement le cas d'ailleurs en Italie. Et quand même des accords récents dans l'Eurogroupe. Voilà, avec autour de 500 milliards à travers un plan pour l'emploi, pour aider les gens qui auraient perdu leur emploi, un plan aussi de prêt pour la Banque européenne d'investissement, et enfin l'ESM, donc un système qui permet de financer les États, mais conditionné au fait que ce serait pour des dépenses de santé, qui évidemment et sans mesure d'austérité en viennent. contrepartie. Ce qu'il faut voilà, expliquer sans aussi. contrepartie, mais avec une limitation pour l'assiette des dépenses. On verra dans le détail. Il est évident que les pays du Sud vont trouver que ces mesures sont insuffisantes relativement à la profondeur du ralentissement économique. Évidemment, les États du Nord, eux, souhaitent que l'argent soit dépensé avec parcimonie. Elles veulent s'assurer qu'il y a des conditionnalités. Donc on n'a pas fini d'en discuter, mais quand même des efforts assez important maintenant du côté de l'Europe qui approche en moyenne les 5% du PIB. On est à peu près à la moitié des États-Unis, mais c'est quand même déjà pas mal. Oui. Bon, Frédéric, il faut se mouiller un petit peu. Je reviens à la première question. C'est ça, est-ce que les marchés, au final, vont réussir à tenir ces niveaux? Et évidemment, vous l'avez dit le mot, hein, je vous sens prudent là-dessus. Hein. Oui, nous on reste prudent. Donc on a repris un petit peu de risque. Hein. La situation, grâce à ces mesures, est beaucoup moins mauvaise qu'on aurait pu l'envisager. Voilà. Et puis on parle des confinements un peu partout, en Italie, en Espagne, tout ça pour l'animer. Hein. Alors exactement, il y a quand même des doutes qui subsistent. D'abord, effectivement, la durée du confinement, au fond, c'est l'essentiel aujourd'hui. On voit que le confinement a été prolongé en France, on voit qu'il y a des discussions, que le confinement parfois peut reprendre dans certaines villes chinoises où on a de nouveau des résurgences de l'épidémie. On voit qu'au Japon aussi, des mesures supplémentaires sont prises. Donc on voit bien quand même que ce virus n'est pas facile à vaincre et que ça risque d'être un combat de longue haleine qui pourrait ralentir nos économies de façon un petit peu plus durable qu'il n'était pensé au départ. Donc là, il y a quand même des doutes là-dessus. Alors on pourrait être surpris, hein, on va peut-être trouver à un moment donné un traitement et voilà, tout sera changé d'un seul coup. Mais je pense qu'on ne peut pas aujourd'hui compter là-dessus. Donc voilà, un virus qui risque quand même de plomber les économies de façon durable. Ouais, et d'autant qu'encore une fois, on parlait macroéconomie avec l'idée que les plans de soutien à la fois budgétaire et monétaire étaient d'une ampleur inégalée. Après, il faut voir l'impact, vous le disiez, j'ai entendu le mot microéconomique, il faut voir, on aura d'ailleurs les publications de résultats aux États-Unis qui s'ouvrent aujourd'hui, quel impact sur les comptes. Et là, pour le coup, c'est peut-être une opportunité pour les marchés de consolider un petit peu ce rebond d'une vingtaine de pourcents. Oui, il faut pas oublier quand même qu'on a une augmentation absolument astronomique du chômage, notamment aux États-Unis, hein, où on pense que voilà, la Fed a donné des prévisions jusqu'à 20% de taux de chômage. Donc, de toutes les façons, il va y avoir un choc durable pour l'économie. Et puis, effectivement, on n'est pas sûr. Par exemple, on voit que les plans d'aide, notamment en Italie, ont du mal à parvenir
jusqu'aux entreprises qui ont des problèmes de trésorerie. Et puis, bon, les banques italiennes sont comme beaucoup de banques européennes, elles marchent à 30% de leur capacité. Et ça n'est pas si facile aujourd'hui d'octroyer des prêts dans une vitesse telle. Donc voilà. Donc on n'exclut pas une petite consolidation au moment des publications de résultats, c'est ça? Oui, nous on pense que voilà, on a mangé, je dirais, notre pain blanc. Les gouvernements, les banques centrales ne peuvent plus à cette heure-ci faire tellement plus. Maintenant, tout ce qu'on va avoir, c'est les effets aussi du confinement, des statistiques de ralentissement économique et de baisse de résultats qui risquent d'être très très fortes. Donc attention, il y a de la volatilité à venir. Ouais. Mais revoir les points bas, ça vous n'y croyez pas trop? Non, je pense que malgré tout, il faut. Alors, on verra. On peut toujours avoir finalement des nouvelles, notamment sur la pandémie, qui soient extrêmement mauvaises et qui aient des véritables retours très importants, par exemple à la rentrée, au moment où le climat se refroidira de nouveau. Néanmoins, il y a quand même des plans d'aide très très importants qui ont été faits. Il y a une volonté manifeste des gouvernements, d'en rajouter si nécessaire. Les économies s'organisent aussi. Donc retrouver les plus bas me paraît improbable, mais par contre une consolidation à partir d'ici. Alors je ne vais pas donner de chiffre très précis, mais de 5 à 10% ne paraît pas invraisemblable. On reste quand même dans le cadre où il y a énormément de doutes aujourd'hui sur la course de l'économie globale et sur les résultats des entreprises. Bon, on en reparlera. Merci d'avoir été avec nous. En tout cas, point de vue signé Frédéric Rollin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet. Merci beaucoup Frédéric, bonne journée. Merci. Bye. Au revoir.